bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure. Aujourd'hui, je suis avec Romain et Christian. Bienvenue à tous les deux. Bonjour et Bonjour, merci. bonjour. Bonjour Flavie, bonjour tout le monde. Ravie du coup d'avoir ce nouveau webinaire, donc aujourd'hui en collaboration avec Ainoa. Alors, je vais peut-être risquer à faire la présentation de cette application parce qu'à mon avis, vous le ferez bien mieux que moi et c'est très bien ainsi. Par contre, à mon avis, vous êtes beaucoup à reconnaître le docteur Christian Boyer. C'est toujours un plaisir de pouvoir proposer des interventions avec toi, Christian, parce que tu as une élocution et des connaissances qui sont voilà, toujours un vrai plaisir à écouter. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez nouveau. Bon, vitamine D, oméga 3, tout le monde a déjà entendu parler aussi, mais avec une approche un peu différente, un peu novatrice. On va parler du coup d'intelligence artificielle et de voir un peu quel est son intérêt dans la santé. Donc, avant de vous laisser la parole et de vous laisser rentrer dans le vif du sujet, je rappelle toujours simplement que vous avez le petit canal discussion qui est présent à droite sur votre écran. Donc, n'hésitez pas à intervenir durant toute la présentation, à poser vos questions et on y reviendra évidemment avec grand plaisir à la fin de l'intervention. Donc voilà, Christian, Romain, je vous laisse partager vos écrans et prendre la main. Merci beaucoup. Ravi d'être avec vous, ravi d'être avec toi Christian, merci Flavie. On va effectivement parler intelligence artificielle au service de l'équilibre, comprendre, mesurer, optimiser sa santé grâce à la vitamine D et aux oméga. Donc qui sommes-nous Christian? Est-ce que tu veux commencer par te présenter s'il te plaît? Oui, ça va être rapide, hein, tout est noté là. Alors bon, ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis docteur en biologie de la santé et aussi de formation de base diététicien nutritionniste. Je me suis voilà, pas mal spécialisé notamment dans tout ce qui est microbiote intestinal, problématiques hormonales. Et je fais également partie, alors ben, c'est en premier du comité scientifique d'Ainoa, ça a été, c'est déjà depuis plusieurs mois, et je fais aussi partie depuis peu du comité scientifique également de Simplicure. Voilà. Merci, je m'appelle Romain Schneves, j'ai cofondé Ainoa en février cette année. J'ai passé les 15 dernières années dans l'industrie médicale, notamment les implants pour la colonne vertébrale et plus généralement la médecine personnalisée. Et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ces sujets qui nous passionnent. Donc, la mission d'Ainoa, c'est comprendre et optimiser son bien-être, c'est-à-dire rendre la santé personnalisée accessible à tous grâce à l'intelligence artificielle qui connecte les données biologiques, mais aussi les habitudes de vie et les meilleures solutions du marché pour accompagner chaque individu vers un mieux-être durable. Ainoa, aujourd'hui, c'est deux grandes parties. La première, qui est autour de la solution de périménopause, qui a pour mission d'aider chaque femme en périménopause à rééquilibrer sa santé hormonale. Mais aujourd'hui, c'est surtout la partie Ainoa Lab pour comprendre et optimiser son bien-être en démocratisant les tests sanguins à domicile qui permettent de mieux comprendre sa biologie et agir avec clarté. Le problème et un des postulats qu'on a avec Ainoa Lab, c'est que la médecine générale prend principalement en charge la maladie. Le parcours vers le médecin en tant que patient est différent du parcours de l'individu qui cherche à se sentir mieux, sans pathologie. On sait qu'également la fatigue, le stress et les maladies chroniques sont en forte augmentation, qu'il y a une multitude de solutions qui ne se connectent pas et qui sont pourtant onéreuses, et une mixité et une incompréhension autour des compléments alimentaires. Donc notre objectif, c'est ce bien-être et cette optimisation de la santé au quotidien, avec des préconisations personnalisées autour du bien-être, des recommandations basées sur des données validées par des experts, le soutien d'un comité scientifique qui apporte depuis le premier jour une vraie direction dans la réglementation, dans l'innovation et dans la science, et également un modèle d'analyse qui est fondé sur des publications scientifiques. Par ailleurs, la solution Ainoa n'est pas un dispositif médical et nous avons une confirmation de l'Autorité nationale de la santé et du médicament en août 2025. La solution Ainoa Lab, c'est trois grandes parties. La première, c'est la prise d'échantillons sanguins qui se fait à domicile grâce à un kit de prélèvement capillaire sec développé en partenariat avec un laboratoire européen, une lecture biologique par l'intelligence artificielle du compte-rendu d'analyse, avec justement la compréhension des biomarqueurs en vue de proposer des axes de rééquilibrage et l'accompagnement personnalisé de l'individu dans la proposition de suppléments vers l'utilisateur avec Simplicure.
Donc, quel est l'intérêt d'un tel test pour le professionnel de santé? Bien, aujourd'hui, ce test, il est réalisé 100% à domicile. Vos patients vont pouvoir eux-mêmes faire un autoprélèvement simplement, pas de déplacement vers un laboratoire, pas non plus de procédure douloureuse avec une aiguille dans le bras. La recherche de 32 biomarqueurs qui sont orientés vers le bien-être pour connaître la première vision de la santé globale de vos patients. Un coût qui est optimisé, un tarif avantageux par rapport à une évaluation biologique réalisée en laboratoire. Une IA qui est propriétaire avec une technologie brevetée qui va décoder les résultats en vue de les rendre compréhensibles, mais aussi de proposer un plan de supplémentation. Un accès qui est universel puisque dans plusieurs pays d'Europe, mais aussi ailleurs, la Belgique ou la Suisse, les patients ne peuvent pas faire un test volontaire avec une prise de sang. Et enfin, un suivi précis et évolutif puisque le principe d'assurer une supplémentation ciblée et de mesurer son efficacité à travers le temps permet de mettre à jour en permanence la bonne calibration des doses par rapport aux besoins. Et enfin, sécurité et conformité, c'est des valeurs qui sont extrêmement importantes puisqu'on travaille avec des données de santé et on s'appuie avec des partenaires qui sont reconnus et qui ont les mêmes principes, nos fabricants, les laboratoires certifiés, la gestion des données sur serveurs à hébergement de données de santé, et on respecte bien entendu l'ensemble des processus réglementaires. L'intérêt d'un tel test pour le particulier maintenant, eh bien, ce test se fait également à domicile. Les résultats sont surtout compréhensibles, ils sont clairs, ils arrivent rapidement et surtout, on comprend de quoi on a besoin. C'est-à-dire qu'on va respecter les grands principes en France autour de l'ANSES, en Europe autour de l'EFSA, qui sont les réglementations en vigueur sur les recommandations de produits comme les compléments alimentaires. Et on va donc faire la proposition de ce qui est nécessaire dans le complément, ce qui est intelligent et intéressant à prendre. Donc, on a forcément un pan qui est économique puisqu'on ne va pas aller chercher différents produits pour un seul traitement. Le prélèvement sanguin en lui-même, la technologie, elle existe depuis les années 60. On appelle ça DBS pour Dried Blood Spot, ce qui est en français un prélèvement sanguin capillaire. Et le principe, c'est d'apposer quelques gouttes de sang sur un papier filtre spécifique qui va sécher et qui ensuite sera renvoyé au laboratoire par notre intermédiaire. C'est une technologie qui existe depuis longtemps, qu'on utilise aussi bien sur les nourrissons à la naissance dans le test qu'on fait dans le talon, que dans certains pays pour la police scientifique sur du relevé de scène de crime pour de la prise d'ADN. Nous, dans notre cas, on va l'utiliser pour aller analyser différents biomarqueurs. Les avantages, c'est que c'est peu invasif. On n'a pas besoin d'une prise de sang en laboratoire ou en centre ou avec une infirmière à domicile. C'est simple et pratique puisqu'on peut le réaliser de chez soi et plus globalement n'importe où, n'importe quand. Il y a une stabilité qui est très grande puisque même après plusieurs jours, même sans réfrigération, le sang reste stable et ne bouge pas. Le transport est simple, pas besoin d'avoir un système de chaîne de froid. Et enfin, c'est moins coûteux généralement que des analyses classiques en laboratoire. Notre test aujourd'hui, proposé avec SimpliCure, c'est un package qui est complet. C'est un produit qui est clé en main avec le kit sanguin qui permet de faire l'échantillon, l'analyse par le laboratoire et la compréhension du rapport de cette analyse grâce à notre IA qui va ensuite proposer les recommandations personnalisées. C'est aussi une automatisation de la donnée qui est absolue puisque tout est anonymisé dans le processus et dans l'hébergement. Et enfin, les biomarqueurs qu'on va aller chercher, c'est la vitamine D et un profil large de 31 oméga. Et je vous invite bien sûr à rester juste après la présentation de ce principe-là, puisque Christian va nous présenter justement les vitamines D et les oméga assez largement et les nouvelles à propos de ces sujets. Donc, on a cette analyse vers le laboratoire. On en a plusieurs en Europe avec lesquels on travaille. Le principe, c'est qu'ils sont tous identiques dans leurs mesures et dans leur analyse. Tous fonctionnent avec une analyse par carte. Tous sont également dans une anonymisation absolue puisque la seule chose qu'eux vont recevoir, c'est un code. Et ensuite, l'échantillon sera détruit. Et eux échangeront avec vous et avec nous via le code justement qui est présent sur la petite carte sur l'échantillon. Donc, comment est-ce que ça fonctionne dans cette réalisation du test, que ce soit le prélèvement et le questionnaire? Il y a quelques étapes clés. On va commencer par déballer le kit qui est reçu, flasher le QR code ou se rendre sur ainoa.fr/test. On a besoin d'environ 2 minutes, 2 minutes 30.
Ça se réalise le matin à jeun. On arrête les compléments la veille. On va boire un grand verre d'eau dans la trentaine de minutes au préalable. Garder la main vers le bas et la mobiliser pendant 2 minutes, ce qui va permettre de fluidifier et faire circuler le sang. Et on va émettre 4 gouttes qu'on va apposer sur ce papier filtre. Ensuite, on va laisser sécher et on renverra dans l'enveloppe qui est fournie, qui revient chez nous et qui peut être préaffranchie si vous êtes depuis la France. Vous voyez sur l'écran vers la droite, on va regarder la vidéo tout de suite et ensuite, on viendra cliquer sur « Cliquez ici ». Je vais passer mon écran avec le son pour que vous puissiez l'écouter. Bonjour, j'ai cofondé Ainoa et aujourd'hui, on va se faire ce guide pas à pas pour réaliser ensemble le test de prélèvement sanguin pour la vitamine D et les oméga. À tout de suite. C'est extrêmement simple. On va venir apposer la lancette au bout du doigt et avec une simple pression, on va venir amener la lancette vers l'extrémité du doigt, ce qui va avoir pour effet de déplacer une toute petite pointe et donc de créer un impact, créant une petite goutte de sang. Je le fais à l'instant. Donc, pratiquement aucune goutte de sang ne sort. On voit à peine, on devine à peine. Et ce qui est clé, c'est, tout en respectant la notice, de bien apposer les gouttes de sang. Et pour ça, je vais mettre mon doigt vers le bas et je vais venir créer une pression de haut en bas, continue, jusqu'à que la goutte de sang apparaisse et se forme. J'en ai fait une. Je redescends doucement, pas besoin d'appuyer très très fort. Une deuxième. Une troisième. Le but, c'est que mon doigt ne touche pas. Je peux faire toucher la goutte et le doigt, mais je ne fais pas descendre le doigt. Et je ne fais pas non plus une goutte sur une autre goutte. Et enfin, la dernière, voilà. Il y a à peine du sang qui sort. Je vous invite à garder une feuille d'essuie-tout à côté, juste pour essuyer l'excédent. De prendre le petit pansement, vous voyez, il n'y a quasiment plus rien qui sort. Prendre ce petit pansement et venir le mettre à l'extrémité. De cette manière, c'est propre. Et je peux maintenant laisser sécher mon échantillon sanguin. Je vois bien que de l'autre côté, le sang est passé. L'intérêt, c'est qu'en le mettant sur le papier fourni, vous n'allez pas traverser, vous voyez, ça ne passe pas derrière. Je vais laisser sécher plusieurs heures, 3, mon échantillon. Ensuite, je le mettrai dans cette petite pochette filmée qui contient un agent qui va permettre de conserver les propriétés du sang pendant la durée. Donc, ce numéro-là, vous allez le renseigner sur votre page personnelle. Vous séparez. Cette partie va dans la carte qui le contient. J'insère ma carte. Je l'insère dans ma pochette au bout de 3 heures. Et enfin, je la mets dans l'enveloppe qui est fournie, pré-timbrée à l'adresse d'Ainoa. Et plus qu'à mettre au courrier. Merci, à bientôt. Ok, on a vu sur la vidéo qu'effectivement le processus était relativement rapide. Maintenant, une fois que vous avez cliqué sur « Cliquez ici » juste à côté de cette vidéo, on a l'entrée justement des 14 caractères de la petite boîte ou de votre carte, l'email à entrer pour activer le kit et donc permettre de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est un système de questionnaire qui va prendre à peu près 7 minutes pour lequel on va venir évaluer différents points de votre bien-être. Donc, ce questionnaire, il est digital,
il se fait très très bien depuis un smartphone ou depuis une tablette ou votre ordinateur. On va venir travailler sur 3 questionnaires qui sont connus, validés par la science de manière à évaluer le bien-être. Le premier, il s'appelle SF36. Il va évaluer globalement la qualité de vie qui est liée à la santé. Donc, on va avoir fonction physique, limitation liée à l'état physique, douleur, santé générale, vitalité, fonction sociale, limitation due à l'état émotionnel et santé mentale. Le deuxième, il est relatif au stress. On va venir mesurer la perception subjective du stress. Et le dernier, il est relatif au sommeil, où on va chercher différents domaines par rapport au sommeil, la qualité subjective, latence, durée, efficacité, troubles, usage de médicaments et somnolence diurne. Le principe, c'est que ce questionnaire qui est fait de manière digitale, il est aussi évolutif par rapport au test que vous allez faire dans la durée. Le principe, c'est d'avoir justement un test, puis du retest un peu plus tard, de manière à mesurer quelle est la progression du bien-être ressenti, mais aussi d'un point de vue biologique. Quelques jours plus tard, entre 10 et 15, vous allez recevoir vos résultats. Par mail, ce genre d'email va arriver. Les résultats de votre test sont disponibles. J'accède à mes résultats. Vous allez vous reconnecter au compte que vous avez créé et on va recevoir une première partie d'informations. Le test va être analysé par le laboratoire qui va vous donner et nous donner un compte-rendu complet, mais d'un langage laboratoire, exprimé en nanomol par litre, en milligrammes. Notre objectif, c'est qu'il soit compréhensible. Donc, on va avoir une lecture automatisée de ce bilan. On va en extraire et on va en comprendre les données. On va structurer les biomarqueurs et ensuite, on va les classifier en fonction des normes. La norme, elle est soit dans la norme par rapport aux résultats, elle est soit incluse, soit on est hors norme. Et ensuite, on vient croiser avec les données de santé de l'individu, son âge, son sexe, son mode de vie, différentes parties. Donc, ce qu'on va recevoir du laboratoire, ça va être la partie gauche de l'écran. On va le réinterpréter et le remettre en forme pour que ce soit beaucoup plus clair par rapport aux intervalles de référence. Et on va créer justement un rapport qui est complet pour lequel on va avoir une visu avec différents points autour de recommandations, mais aussi autour de la supplémentation pure sur les conseils par rapport aux carences et aux excès qu'on souhaite adresser. Et on va avoir un plan de supplémentation qui va être généré, qui va être personnalisé grâce à l'algorithme propriétaire d'Ainoa. Toute la formulation par rapport aux compléments qui sont à prendre visant à aller adresser ces carences et ces excès et qui sont du coup mis en place directement. C'est ce qu'on va voir immédiatement avec la génération type par rapport à des besoins. Donc, on peut voir la vitamine D ici, on peut voir différents oméga et la recommandation qui va être mise en place pour se supplémenter à la bonne hauteur. On va prendre 2 exemples de personnes qui se sont réellement testées, les noms ont été changés, en avril 2025 et en octobre 2025, et ça va être 2 exemples différents par rapport à des recommandations qui ont été faites. La première, on voit que la vitamine D, elle est à 39 nanomoles par litre au mois d'avril. On voit que la recommandation qui a été faite, elle est de 3008 par jour sur 30 jours avec une réévaluation. Et par rapport aux oméga, 0,7 g par jour, EPA, DHA. La personne a fait le souhait de ne travailler que sur la vitamine D et pas sur les oméga. C'est retesté avec le même dispositif dans le même hôpital de la même manière en octobre. Et on peut voir que la valeur de vitamine D est maintenant arrivée dans l'intervalle qui était souhaité, mais que les oméga ont très très peu changé. Et on a eu un deuxième cas d'une personne qui a fait l'inverse, c'est-à-dire une carence en vitamine D forte, non adressée sur la période avril à octobre, mais un adressage avec des oméga 3 entre cette période et on voit que les valeurs de référence sont repassées dans le vert. Chris, est-ce que tu veux intervenir quelques instants sur ce point-là ? Oui, c'est par rapport notamment alors sur les différents marqueurs qui vont être donnés. Je vais les développer un petit peu après. L'intérêt notamment pour tout ce qui est oméga des différents index. Vous avez sûrement peut-être parmi vous déjà fait des analyses d'acides gras érythrocytaires ou autres. Et on a donc différentes valeurs qui peuvent nous être données, notamment l'index oméga 3, qui est un index qui est bien validé dans le cadre de la santé. Il y a beaucoup d'études qui utilisent cet index pour mettre en relation cet index oméga 3 avec certains risques, notamment cardiovasculaires ou autres. Et c'est des paramètres qui sont très pertinents à mesurer, également pour le rapport oméga 6, oméga 3, le rapport
acide arachidonique, sur EPA, qui est aussi un marqueur un peu, on va dire, général du statut inflammatoire. Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'une partie de ce que donne en fait le résultat des acides érythrocytaires. Vous les avez tous. Vous avez aussi les oméga 7, les oméga 9, tous les oméga 3, tous les oméga 6. Voilà, là, en fait, le rapport, on s'axe juste sur les paramètres les plus importants. Mais si ensuite vous voulez aller creuser et regarder, par exemple, l'acide palmitoléique, qui est un oméga 7 qui a aussi un intérêt pour la santé. Vous pouvez avoir ces données-là. Si vous voulez aller regarder si la personne n'est pas en carence de GLA ou des GLA, qui sont des acides gras oméga 6, qui ont des intérêts, des propriétés anti-inflammatoires notamment, vous pouvez aller voir toutes ces données. Donc ça, c'est important de savoir, c'est que vous avez l'accès à tous les résultats, comme quand vous faites des acides gras érythrocytaires dans un laboratoire de manière classique par prise de sang. Jusque-là, l'avantage, vous avez exactement l'obtention des mêmes résultats, mais sans avoir une nécessité de prise de sang. Donc, il n'y a aucun problème pour que le patient puisse réaliser les analyses, peu importe son pays, peu importe la législation. Mais voilà, je reviendrai sur tous ces biomarqueurs après et sur l'intérêt de pouvoir les avoir. En tout cas, voilà, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir, bon, vous imaginez bien que ces tests-là, comme on vous a dit, ça existe depuis déjà 40 ans. Donc, c'est des choses qui sont bien validées. Quand on fait ces tests-là et qu'on fait une validation par des prises de sang classiques, on retrouve bien on va dire des valeurs ou des proportions similaires. Et lorsqu'on fait une supplémentation, on voit bien les modifications voilà, de la vitamine D, on voit bien la modification des oméga 3 de la même façon que si on contrôle par prise de sang classique, on le voit aussi. Donc, pour ceux qui se poseraient aussi également la question de la validation, de la pertinence du dosage en dry blood test, voilà, il faut savoir que ce n'est pas une technologie qui existe depuis 2 semaines. Hein. C'est quelque chose qui a été entièrement validé et qui est tout à fait cohérent et donne des résultats fiables et reproductibles. Merci beaucoup. Donc, on a vu qu'effectivement, il y avait des carences à adresser, des carences ou des excès. Donc, maintenant, il se pose la question justement de la sélection du complément alimentaire. On sait qu'aujourd'hui, il y en a pléthore. Grâce à SimplyCure, on peut avoir une vraie centralisation avec des produits qui ont été validés et qui sont recommandés. Donc, le principe, c'est que quand on va travailler justement sur une recommandation, on ne va pas chercher à travailler avec un seul laboratoire ou une seule marque, puisqu'on va être capable de proposer par rapport aux préférences de la personne, parce qu'elle souhaite prendre plutôt en gélule, plutôt en goutte, parce que c'est de préférence vegan, parce qu'on va chercher 1008, 2008 ou 3008 sur de la vitamine D, eh ben, cette recommandation, elle va matcher justement ce besoin et aussi ce qui existe chez SimplyCure. Aujourd'hui, la recommandation, elle arrive de manière naturelle avec le résultat, mais bien sûr, en tant que professionnel de santé, vous êtes à même de modifier cette recommandation et proposer ce que vous désirez. Le principe, c'est qu'une personne soit un individu qui souhaite commander ou un professionnel de santé qui recommande, on est dans tous les cas une capacité à fournir une réponse qui correspond aux besoins de manière la plus personnalisée possible. Donc, le principe de cette intelligence artificielle et de toute la solution Ainoa Lab, c'est qu'on offre pour chaque utilisateur, pour chaque individu, pour vous, professionnels de santé, à vos patients, une réponse qui soit précise, qui soit rapide, qui soit scientifiquement justifiée et le tout à grande échelle. Pour autant, on ne constitue pas et on ne se substitue pas à un diagnostic médical, à une prescription, à un traitement médical. C'est une visée à destination du bien-être et du mieux vivre. Parlons prix et parlons valeur ajoutée. Le test, tel qu'il est aujourd'hui, a un coût de 89 €. Donc, pour rappel, c'est le test sanguin, l'analyse et le rapport d'analyse qui va viser à donner un maximum d'informations, mais aussi de recommandations. C'est un des rares tests qui se fait aujourd'hui à la maison avec toutes les accréditations qu'on peut avoir, la validation sur les processus réglementaires et surtout la donnée de santé, avec une interprétation de ce test et qui peut se réaliser n'importe où, n'importe quand, à la différence d'analyses qui se font en laboratoire plus généralement. Voilà, j'ai terminé de mon côté. C'était un plaisir de vous présenter cette solution. Et Chris, à toi de jouer. On t'entend pas.
Ah bah oui, si je réactive pas mon micro, ça va pas le faire. Voilà, je voulais, voilà, juste avant de passer, là maintenant je vais vous faire une présentation un peu sur la vitamine D et les oméga 3 et vous présenter des choses, comme à chaque fois j'essaye de présenter des choses que vous ne connaissez peut-être pas ou des choses que vous connaissez mais dont vous n'avez pas forcément l'explication exacte de pourquoi on dit ça. Donc je vais vous présenter aussi des données voilà, intéressantes sur la santé par rapport à vitamine D, oméga 3, des données pratiques de supplémentation, des synergies, des choses qui sont importantes à connaître, voilà, qui seront très, très utiles pour vous en pratique. Et surtout, avant de vous présenter tout ça, j'aimerais voilà, juste revenir sur un point. Alors, juste que je trouve partager mon écran. C'est bon. Et donc oui, le point sur lequel je voulais revenir, c'est notamment, l'intérêt, pour le professionnel de santé, heu, de ce test-là. Beh, ça va être de toute manière de pouvoir, avoir un accès à un test qui ne demandera pas pour le patient de prise de sang. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'aujourd'hui, en tant que professionnel de santé, si vous avez envie d'avoir la vitamine D et les oméga 3 à votre patient, bon ben maintenant la vitamine D a été déremboursée, le dosage d'acide gras hydroxystaire dans le sang des oméga 3, des oméga d'une manière générale n'est pas remboursé. Donc de toute manière, c'est le patient qui doit aller dans un laboratoire et faire lui-même les analyses. D'une manière générale, le coût de la vitamine D plus des oméga 3, quand on fait les devis, qu'on regarde, on est sur plus de 100 € d'une manière générale, même pour les moins chers. Heu et donc là, vous avez donc du coup un test qui vous apporte les mêmes informations, mais le test est moins cher et également on s'affranchit de la prise de sang pour le patient et surtout par rapport, voilà, à l'accès à certains pays comme la Belgique ou la Suisse, un patient ne peut pas malheureusement en France, on a beaucoup de chance, on peut aller dans un laboratoire et dire: «Je veux faire telle ou telle analyse» et la payer et on peut la faire. Par contre, dans certains pays, il faut absolument une prescription, médicale lorsqu'il y a une prise de sang. Donc là, on est sur un dispositif où il n'y a pas d'acte médical, il n'y a pas de prise de sang, c'est un autoprélèvement. Donc voilà réellement, où est l'avantage de pouvoir utiliser ce genre d'analyse. Je pense que c'est bon, on voit alors pourquoi ça me fait ça? OK. On voit bien, ouais, je pense que c'est bon, on voit mon écran. OK. Juste que je modifie un truc parce que j'arrive pas à passer les diapos. Voilà. OK. Alors concernant la vitamine D, qu'est-ce que c'est que la vitamine D? Alors, il faut savoir que ce qu'on en appelle couramment vitamine D, c'est pas une seule molécule, mais c'est bien une famille de composés qu'on appelle les calciférols. Et donc, du coup, si vous ne saviez pas, on a la vitamine D1 à D5. On a la D1, D2, D3, D4, D5. Bon, la D2 et la D3, ça représente les formes biologiquement actives. Et c'est principalement la D3 qui est qui est intéressante et qui va être utilisée en supplémentation. Je vous expliquerai pourquoi après. Ça aussi, vous l'avez sûrement entendu parler depuis longtemps qu'il faut privilégier la D3 par rapport à la D2. Mais je vais vous donner l'explication aussi de cette préconisation. Alors, cette vitamine D, c'est un stéroïde en fait. Et d'ailleurs, c'est une molécule liposoluble, elle est soluble dans le gras. Et sa forme active, c'est le calcitriol, c'est la 1,25 OH2D3. Ça, normalement, vous le savez. La nature de cette vitamine, c'est plutôt en fait une prohormone plutôt qu'une vitamine, notamment du fait que, quand on parle de vitamine, c'est une substance que l'organisme n'est soit pas capable de synthétiser ou du moins pas en quantité suffisante. Et donc du coup, la vitamine D a, cette particularité-là de pouvoir être synthétisée via l'exposition aux UVB, et si on avait on vivait dans les tropiques, on avait une exposition au soleil, qui était très importante avec une quantité d'UVB qui était très importante toute l'année, on pourrait, finalement, juste avec une bonne exposition au soleil, ne pas avoir besoin, de se supplémenter. Les rôles clés de la vitamine D, l'homéostasie du calcium, ça tout le monde le sait, l'immunité, il y a des rôles importants dans la différenciation cellulaire, la synthèse aussi des hormones stéroïdes, hein. C'est elle-même, on pourrait considérer que c'est une hormone stéroïde, la vitamine D, et ça va aussi contrôler la synthèse des autres hormones stéroïdes, notamment des androgènes. Ça va optimiser
leur synthèse. Très importante aussi pour la fonction thyroïdienne, notamment pour l'action des hormones thyroïdiennes sur le récepteur. Et surtout, cette vitamine D, il faut savoir qu'il y a plus de 1000 gènes qui ont un site de fixation. On retrouve un site de fixation sur ces gènes-là du VDR, donc du récepteur à la vitamine D. Et donc, du coup, ça veut dire que potentiellement, il y a quand même 3% des gènes humains qui sont sous le contrôle de la vitamine D, dont leur expression va être directement influencée par la vitamine D, hein. C'est pas rien. Alors, pourquoi on pourrait considérer la vitamine D plutôt comme une hormone? Bah, déjà, elle agit sur un récepteur nucléaire, donc un peu comme une hormone, hein. On a les récepteurs, par exemple, aux androgènes sont aussi des récepteurs nucléaires, donc c'est des récepteurs qui vont ensuite se comporter comme des éléments de réponse et vont aller se fixer sur des zones au niveau de l'ADN pour pouvoir permettre la transcription de certains gènes. Et donc, du coup, cette vitamine D, c'est aussi finalement la seule vitamine synthétisée par le corps humain en quantité adéquate, hein. On a quelques vitamines, notamment la B3, par exemple, qui est une vitamine groupe B, qui peut être un petit peu synthétisée au niveau hépatique à partir du tryptophane, mais c'est extrêmement faible. Mais sinon, c'est vraiment la seule vitamine qui est synthétisée par le corps humain en quantité adéquate, si on a une exposition suffisante aux UV. Elle a une action à distance sur d'autres organes, hein, synthèse cutanée, on a une hydroxylation hépatique, une hydroxylation rénale, on a la forme active. Et cette forme active va aller agir sur des organes cibles. En fait, ça se comporte un peu comme une hormone finalement. Elle a une structure stéroïde, elle est dérivée du cholestérol, cette vitamine D, finalement, comme les hormones stéroïdes, hein, les androgènes, les oestrogènes, la progestérone, etc., dérivent elles aussi du cholestérol. Les sources de vitamine D, bon, on va dire la source, originelle, c'est, la synthèse par, l'exposition de la peau aux UV, d'accord? L'alimentation, bon, ben, on trouve de la D2, par exemple, dans les champignons, les levures et tout ce qui est D3, on en a dans le poisson gras, l'huile de foie de morue, bon ça c'est connu depuis longtemps. On en donnait avant aux enfants. Les produits laitiers, il y en a un petit peu, les œufs dans le jaune d'œuf, les abats, bon c'est quand même pas énorme, hein, quand vous regardez ici les sources, à part l'huile de foie de morue qui est très riche. Finalement, vous prenez par exemple, voilà du maquereau fumé, vous mangez 100 grammes de maquereau, ça vous fait, même pas 408 vitamine D, hein. 10 microgrammes, c'est 408. Donc on voit quand même que bon, l'apport alimentaire, c'est pas ce qui va finalement contribuer majoritairement à nos besoins. Hem Et la troisième source de vitamine D, finalement, c'est celle aujourd'hui qui reste la plus, finalement la source la plus importante, du fait de mode de vie, et aussi du manque d'exposition au soleil, c'est la supplémentation. Donc, la supplémentation, la vitamine D3, comme vous savez, alors soit elle est d'origine dite animale, elle est tirée de la lanoline, donc la laine du mouton, soit on peut trouver aussi de la D3 dans le lichen boréal, hein, parce que sinon, dans le règne, on va dire végétal, si vous regardez, si on trouvera pas de la D3, hein. C'est voilà, il y a une petite particularité avec le lichen boréal. Alors la vitamine D, la supplémentation, elle se fait généralement en cholécalciférol, d'accord? Heu, Ce cholécalciférol va subir une première hydroxylation au niveau hépatique et devient du 25-OHD et donc ce 25-OHD, c'est cette forme qui est habituellement dosée dans la prise de sang. On peut aussi doser la 1,25 qui est la forme active, mais d'une manière générale, c'est cette forme-là qu'on va doser. D'ailleurs, des suppléments existent, des médicaments comme le Dédrogil, qui sont des suppléments en calcifédiol et il existe même des suppléments, enfin des médicaments pardon, dans la forme active qui est le calcitriol. Bon là, ce sont vraiment les supplémentations dans ces formes, là sont particulières. On va par exemple conseiller du Dédrogil s'il y a des maladies, hépatiques chroniques qui peuvent impacter la première hydroxylation de la vitamine D et le calcitriol serait donné, par exemple, en cas d'insuffisance rénale très, très importante et de problèmes d'hydroxylation du rein. Mais sinon, chez les individus en bonne santé, c'est le cholécalciférol, qui reste, la forme de supplémentation principale. Alors, supplémentation D2 ou D3. Pourquoi, on doit plutôt se supplémenter en vitamine D3? Alors déjà, il faut savoir que la quasi-totalité des études qu'on va regarder qui ont montré des bénéfices d'une supplémentation en vitamine D, ça a été fait sur de la D3. Finalement, c'est pour ça aussi qu'il faut se baser sur une supplémentation en D3 plutôt qu'en D2, parce que toutes les preuves des bénéfices sont vraiment sur cette forme-là.
faut savoir que la vitamine D2 se lie beaucoup moins à sa protéine transportrice, ce qui accélère aussi son catabolisme hépatique, en fait. On a une stabilité de la D2 en fait, qui est plus faible. Elle va être éliminée plus facilement. Et il faut savoir qu'il y a eu des études, notamment celle-là qui a été faite, où on a supplémenté des individus en D2 et en D3, exactement la même quantité, par exemple 5008 D2 et 5008 D3, et on a regardé un peu ce qui se passait. Puisque que ça soit la D2 ou la D3, ces vitamines vont subir des hydroxylations, et donc du coup, il y a eu cette étude qui a regardé, est-ce que la D2 pouvait augmenter aussi bien la concentration sérique en 25 OHD que la D3? Ben en fait, on se rendait compte que non. Quand on regarde le total de vitamine D sous forme 25 OHD, que ça soit la D2 ou la D3 finalement, le total de ce 25 OHD sera plus faible lorsqu'on s'en supplémente en D2 par rapport à la D3. Et en plus, autre problème, quand on supplémente en D2, on diminue la concentration sérique en 25 OHD3. Et donc, en résumé, la supplémentation en D2 va un peu rentrer en compétition avec la vitamine D3. Donc c'est là où est le problème, finalement, et c'est pour ça qu'on conseille une supplémentation en D3 et pas en D2. Concernant les infos générales, bon, vous savez que d'une manière générale, il y a beaucoup de personnes qui sont carencées en vitamine D. Heu, alors dans les études, notamment, bon, ça c'était une étude déjà qui datait de 2006-2007, qui avait montré que sur, plus de 1 500 adultes, il y avait 80 de la population qui présentait une insuffisance, en se basant sur le seuil de 30 nanogrammes par ml. Donc il y avait 80 des individus qui sont en dessous de 30 nanogrammes par ml. Alors vous savez aujourd'hui que 30 nanogrammes par ml, c'est une valeur seuil qui a été fixée surtout par rapport à un paramètre qui est, notamment les risques de fracture osseuse, et on sait qu'il faut être à des niveaux bien au-dessus du 30 nanogrammes par ml pour bénéficier de tous les effets de la vitamine D. Donc si on se base sur des valeurs santé, on serait sur pas loin de 100 des adultes, surtout dans la période hivernale, qui seraient du coup en insuffisance. En supplémentation, comme vous le savez sûrement, on recommande des dosages journaliers, pas de mégadoses. Heu, Notamment, bah, pourquoi pas de mégadoses? Bon, il y a des études qui ont montré, vous voyez, ici, donc on a administré à des personnes un bolus donc de 600 000 UI, on leur a donné en une seule fois, 600 000 UI de vitamine D. On se rend compte que, bon là, c'est 100, donc là, c'est le pourcentage de changement, par rapport à l'initial, et donc là, on se rend compte qu'il y a une très forte augmentation, de la concentration en 25 OH vitamine D. Finalement, 3 jours après, ça commence à diminuer, et 60 jours après, c'est-à-dire 2 mois, on retourne à, la valeur, initiale, quoi. Donc voilà où est le problème. Quand vous supplémentez de manière journalière, vous allez maintenir en fait, votre dosage 25 OHD, vous n'allez pas vous retrouver dans des cas comme ça. Donc clairement, il y a strictement, aucune étude qui défend aujourd'hui les supplémentations en mégadose. On sait que c'est des dosages journaliers à prendre. Alors tous les 2-3 jours, hein, comme ces vitamines liposolubles, elles se stockent quand même. C'est pas grave si on oublie une journée, on peut doubler le dosage le lendemain, ça c'est aussi important de le dire aux patients. La supplémentation, on l'a fait d'octobre à fin mars, début avril. Pourquoi? Bah, c'est ces périodes-là où les rayons UVB sont les plus faibles, notamment en France, en Belgique aussi, et des fois toute l'année chez certaines personnes, notamment les personnes âgées qui sortent plus dehors, les femmes voilées aussi, il faut y penser, hein. Elles sont jamais exposées, une femme qui est voilée, qui porte, un voile n'aura pas une exposition suffisante. Donc même en été, on peut se retrouver dans certaines populations à les supplémenter en permanence. Concernant les dosages, on vise généralement une supplémentation journalière entre 3000 et 5000 UI par jour. Ça c'est une moyenne, hein. On conseille de ne pas dépasser 10 000 UI par jour de préférence, ou alors que sur une période courte. Quand il y a des fortes carences, on peut être amené des fois à proposer pendant un mois 10 000 UI pour remonter, et ensuite des doses de maintenance. En tout cas, les doses journalières, quand on regarde les dernières études et les informations, on est plutôt sur ces dosages-là chez l'adulte. La vitamine D toujours durant un repas et avec du gras, vous améliorerez ainsi son absorption, d'accord? Il faut penser à augmenter la supplémentation chez les patients obèses et en surpoids, parce qu'il y a une séquestration de cette vitamine D au niveau du tissu adipeux,
Et il ne faut pas juste faut pas juste donner plus de vitamine D chez les personnes qui sont obèses ou en surpoids, il faut aussi leur conseiller l'activité physique. Alors pas que pour perdre du poids, mais aussi parce que le fait de faire de l'activité physique va améliorer le métabolisme de la vitamine D. Ça a été montré dans les études. Je vous en parlerai après. Heu, il y a une synergie qui est essentielle, c'est avec le magnésium. Là, c'est une synergie dite essentielle, vous comprendrez pourquoi après. Il y a une synergie dite additionnelle qui est avec la vitamine K, notamment la K2, K7 de préférence. Vous avez des études qui vous montrent, notamment celle-là, que, vous voyez que pour maintenir un taux de vitamine D sérique à 32 nanogrammes par ml, la supplémentation devrait être d'environ 4000 UI par jour. Et pour atteindre 40 nanogrammes par ml, qui commence à être un taux qui est intéressant, peut-être pas optimal, mais déjà un taux qui est plus intéressant, il faudrait environ 5000 UI par jour. Donc ça, c'est les études qui le disent, hein. On a aussi, quand on regarde d'autres études, on a même carrément voilà, des formules de supplémentation journalière qui ont été faites, qui ont été calculées et qui tiennent compte notamment du poids, de l'IMC et du coup aussi de la masse grasse. Et donc, cette étude notamment a défini que chez les personnes non obèses, on pouvait viser une supplémentation entre 70 à 90 unités par kilo de poids corporel et par jour. Vous voyez que chez les obèses, on va être à 100-130 unités internationales par kilo de poids corporel, voire sur l'obésité morbide, beaucoup plus. Donc ça, ce sont des références qui sont globalement assez précises et en pratique, d'une manière générale, vraies. C'est-à-dire que si vous suivez ces recommandations-là, vous, arriverez normalement à maintenir la plupart des personnes sur des taux santé qui sont au moins de 50 nanogrammes par ml. Alors, quel taux santé de vitamine sérique à viser? Alors, quand on fait tout le tour de la littérature, alors les taux ne viennent pas juste d'une seule étude, c'est vraiment d'une compilation de beaucoup de données, d'une réflexion aussi sur qu'est-ce qui est retrouvé de manière physiologique, puisque finalement, nos ancêtres n'avaient pas les hommes préhistoriques n'avaient pas des suppléments de vitamine D à disposition, mais aussi, bon, ils étaient toute la journée dehors, ils étaient au soleil, ils n'étaient pas habillés forcément comme nous, donc ils s'exposaient beaucoup plus. Ils n'avaient pas les modes de vie aussi sédentaires que nous, donc il y a beaucoup de choses qui changent aujourd'hui. Mais en tout cas, quand on regarde chez des populations, les personnes qui sont comme des maîtres nageurs ou autres à l'extérieur, qui sont exposés toute la journée en plein soleil, on se rend compte qu'une Christian, je me permets juste de t'interrompre, on n'entend plus ton son. pardon, ça s'est coupé tout seul. Donc je sais pas où j'en étais, mais je reprends. Mais Hem, si. alors est-ce que oui, j'avais dit que il y a beaucoup voilà, quand on fait, le tour de la littérature, on a des taux santé qui semblent se démarquer, ressortir, et bon, je disais que ces taux santé n'ont pas été établis juste par une seule étude, c'est suite à une compilation de plusieurs études, d'augmentation de facteurs de risque lorsqu'on est en dessous de tel dosage de vitamine D ou lorsqu'on est au-dessus, on a moins de risque de développer telle maladie et cetera. Et aussi, il y a des choses qui sont intéressantes comme, c'est l'observation chez des personnes qui sont exposées toute la journée au soleil du matin au soir, qui ont une exposition au soleil extrêmement importante, c'est de regarder finalement quel taux ils peuvent atteindre, on va dire naturellement. Alors bien évidemment, le corps est bien fait. Le corps est bien fait dans le sens où, d'une manière générale, il y a une homéostasie, il y a des régulations. Si tout fonctionne bien, on ne doit pas arriver en excès. Donc, on ne pourra jamais arriver en excès de vitamine D en s'exposant au soleil, même si on reste du matin au soir. Donc ça, c'est important. Il y a des systèmes qui, au bout d'un moment, vont réguler les niveaux et la synthèse de vitamine D. Et lorsqu'on regarde ces personnes qui s'exposent du matin au soir en permanence, on se rend compte qu'elles peuvent atteindre sans souci des taux de 60 nanogrammes par ml, voire un petit peu au-dessus. On n'arrivera pas à des taux de 100, de 120 ou que sais-je avec une exposition au soleil. Donc il semblerait que quand on fait le tour de la littérature, le maintien d'une concentration de 25 OHD entre 50 et 80 nanogrammes par ml, ça semblerait être dans cette tranche-là les valeurs santé.
Le fait de se maintenir dans ces tranches-là réduit le risque de divers troubles métaboliques, réduit le risque du nombre de chutes et le risque associé à des fractures, diminue la fréquence des infections, diminue le risque de plusieurs cancers et diminue aussi la mortalité, toutes causes confondues. Alors, en cas de maladie auto-immune, il y a voilà, des discussions aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas viser voilà, des choses comme plutôt 60 vraiment minimum, mais plutôt 80-90 nanogrammes par ml. Donc, ça peut être débattu, mais en tout cas, il y a quand même des arguments sur lesquels il faudrait peut-être être un petit peu plus haut quand même et viser ces valeurs assez hautes du coup de vitamine D. Lorsqu'on regarde un peu dans la littérature, il y a des choses intéressantes qui ressortent, notamment des études voilà, qui ont fait des associations. Alors, ça reste des associations, mais c'est quand même intéressant de les considérer, notamment sur les risques de cancer du sein. On se rend compte que les risques de cancer du sein sont beaucoup plus diminués lorsqu'on est sur des taux de vitamine D au moins de 60 nanogrammes par ml. Donc, au moins cette valeur-là. D'autres études, voilà, sur des problématiques, justement de risque de naissance prématurée, ben, on sait que pour réduire les risques, vous voyez, au moins de 60 on peut diminuer le risque de naissance prématurée de 60 lorsque les taux de vitamine D chez la mère sont supérieurs ou égaux à 40 nanogrammes par ml. Autre chose aussi très intéressante, c'est de regarder sur des voilà, méta-analyses notamment, le risque de mortalité toutes causes confondues par rapport au niveau de vitamine D, donc en 25 OHD. Vous voyez que là, c'est ce qu'ils appellent hazard ratio, c'est le risque mortalité toutes causes confondues. Donc quand on arrive là, on voit que sur des niveaux très faibles de vitamine D, on a des risques de mortalité toutes causes confondues qui sont quand même assez, assez augmenté et on se rend compte qu'il y a une inflexion et on commence à avoir, voilà une diminution de ce risque lorsqu'on atteint des valeurs autour de 40 nanogrammes par ml. Vous voyez qu'au-dessus, on n'a pas forcément un effet additionnel, sur la mortalité toutes causes confondues si on est à 70 par rapport à la dose de, plus ou moins 40 environ. Donc, je vous ai parlé de synergie vitamine D, magnésium. Alors, pourquoi il faut du magnésium? Pourquoi le magnésium est extrêmement important de maintenir un bon niveau de magnésium lorsqu'on prend aussi de la vitamine D, c'est parce qu'en fait, le magnésium, il intervient quasiment toutes les étapes du métabolisme de la vitamine D, que ce soit son métabolisme en soi et aussi son transport. Le magnésium, il intervient donc dans le transport de la vitamine D, dans la conversion en 25 OHD, donc la première hydroxylation de la vitamine D, et dans la deuxième hydroxylation également, qui se fait via une autre enzyme, et également dans l'inactivation de la vitamine D. Donc son activation comme son inactivation est tributaire du magnésium. Il y a une synergie également vitamine D et vitamine K, hein. Il y a beaucoup de données qui mettent en avant que la supplémentation conjointe entre vitamine D et vitamine K serait plus efficace que la supplémentation isolée de vitamine K ou isolée de vitamine D sur tout ce qui est santé osseuse et cardiovasculaire. Et notamment, on sait que la vitamine D, elle va notamment, la forme active, la 25 OHD, va stimuler la production de protéines dépendantes de la vitamine K. Mais la vitamine K est nécessaire pour la carboxylation de ces protéines, notamment l'ostéocalcine. Donc, on a la vitamine D qui agit, qui stimule la production de certaines protéines qui dépendent de la vitamine K. Et la vitamine K, comme je l'ai dit, elle va permettre d'activer en quelque sorte ces protéines. Donc, on a au niveau du métabolisme et de la santé osseuse un effet vraiment synergique entre les deux et notamment l'intérêt de la K2. Autre chose aussi, synergie vitamine D et sport. Donc, il y avait une étude intéressante qui a été faite chez les patients obèses et en surpoids. Il y a un groupe de patients obèses et en surpoids qui n'a pas fait d'activité physique, hein, du moins on n'a pas mis activité physique, ils avaient une activité normale, assez standard, un peu de marche, voire plutôt sédentaire. Il y a un autre groupe dans lequel on les a mis au cardio, je crois 2 fois par semaine, au moins 1 heure et demie. Et ce qui était intéressant, c'est que le groupe qui n'a pas fait d'activité physique, on a eu une diminution de la forme active de vitamine D tout au long de l'hiver, alors que le groupe qui a pratiqué l'activité physique sans supplémentation a maintenu ses niveaux de vitamine D active tout au long de l'hiver. Alors, le fait qu'il ait maintenu les niveaux, ça ne veut pas dire que c'était quand même à un niveau optimal, mais ça veut dire qu'on ne voyait pas cette diminution qu'on voyait chez les personnes qui ne pratiquaient pas d'activité physique.
puisque vous voyez le groupe témoin, il y a eu 15 des niveaux de vitamine D, qui ont diminué sur la même période. Donc sans supplémentation, il y a un groupe qui fait pas d'activité physique, on a 15 de diminution de la vitamine D active et l'autre groupe fait l'activité physique, on a un maintien, on n'a pas cette diminution de 15. Et l'amélioration du statut en vitamine D active était indépendant d'une perte de poids. Parce qu'on aurait pu penser, bah oui, mais s'ils font du cardio, ils vont perdre de la masse grasse et donc du coup, ça va libérer la vitamine D. Eh ben, peut-être en partie, mais pas que. Puisque même sans perte de poids ou perte de masse grasse, on a quand même on a quand même observé un effet bénéfique du sport sur le maintien d'un bon niveau de vitamine D active. Et les bénéfices pourraient provenir d'une stimulation du métabolisme de la vitamine D plutôt que voilà, d'une simple libération des stocks de vitamine D dans les réserves graisseuses. Donc ça, voilà, vous ne saviez peut-être pas, mais c'est encore une autre raison de recommander l'activité physique. Alors je passe un petit peu rapidement, mais c'est voilà, tous les effets de la vitamine D au niveau intestinal, on en parle des fois un petit peu moins, mais c'est aussi extrêmement important pour la santé de l'intestin. On sait que ça va agir sur tout ce qui est régulation des cellules souches intestinales, donc régulation de la régénération de la muqueuse intestinale. Ça joue sur la barrière intestinale, la vitamine D, notamment sur les jonctions serrées, les jonctions adhérentes. Donc, manque de vitamine D, il y a un impact sur tout ce qui est la perméabilité et l'intégrité de cette barrière. Également, la vitamine D a un effet sur l'inflammation intestinale, ça diminue les cytokines pro-inflammatoires et ça augmente les cytokines anti-inflammatoires. Donc extrêmement important aussi pour prévenir les risques de Mickey, mais également en cas de Mickey, de maintenir un bon taux de vitamine D, et notamment parce que la vitamine D favorise les T régulateurs, donc ce sont les cellules immunitaires et lymphocytes T régulateurs qui vont plutôt avoir un effet justement de régulation de l'inflammation. On a aussi un effet directement sur le microbiote. Vous allez voir après, notamment dans ces études, ici, on s'est rendu compte que, par exemple, les personnes qui avaient des faibles taux de vitamine D avaient, par exemple, plus de LPS au niveau sanguin, donc un problème d'endotoxémie augmenté. Sûrement que ça passe par la perméabilité intestinale. Et les personnes qui avaient des bons niveaux de vitamine D, notamment vitamine D active, avaient une meilleure diversité bactérienne, plus de bactéries productrices de butyrate qui appartenaient voilà, aux familles notamment des lacnospiracées. Donc ça, c'est tout ce qui est Blausia, Roseburia, donc ce sont des bactéries qui produisent du butyrate. Et d'une manière générale, quand on regarde les études, on trouve quand même un lien entre manque de vitamine D et microbiote déséquilibré. En gros, le fait de manquer de vitamine D, on a moins de bonnes bactéries et plus de mauvaises bactéries. Alors, je vous dire un petit peu maintenant sur les omégas, on va finir là-dessus. Alors, les omégas, vous savez que, question acides gras, il y a des acides gras saturés, des acides gras insaturés. Dans les insaturés, vous avez les poly et les monoinsaturés. On sait que dans cette famille oméga, on retrouve les oméga 3 que vous connaissez, les oméga 6, les oméga 9, et on parle un petit peu moins parfois des oméga 7, mais qui sont quand même relativement intéressants, notamment l'acide palmitoléique. Je vais surtout vous parler ensuite de la famille des oméga 3, aussi un petit peu des oméga 6. Mais voilà, je voudrais quand même insister un petit peu sur ces histoires d'oméga 7 parce que ça, on en parle beaucoup moins, et notamment de l'intérêt de l'acide palmitoléique. Alors, il faut savoir que dans le test AINOA, l'acide palmitoléique est également dosé, hein, il y a les résultats des oméga 7. Et pourquoi je vais vous dire un petit peu maintenant, avant de passer sur les oméga 3 ensuite, sur les oméga 7, c'est parce que cet acide palmitoléique, qu'on retrouve notamment en grande quantité dans l'argousier, il a des effets intéressants. On en parle maintenant, il revient un petit peu à la mode, et on en parle de plus en plus de cette huile d'argousier. Elle est très intéressante pour tout ce qui est santé des muqueuses digestives, vaginales également, tout ce qui est pour la muqueuse nasale, buccale, donc des problèmes de sécheresse également. On veut dire que la sécheresse, des problèmes de sécheresse de la peau ou autres peuvent venir effectivement d'un manque de certains acides gras. Mais voilà, les oméga 7 peuvent avoir un rôle intéressant. On a aussi un rôle de l'acide palmitoléique sur le métabolisme et notamment sur la sensibilité à l'insuline. Donc ce ne sont pas des acides gras qui sont à oublier, à mettre de côté.
il peut avoir un intérêt à regarder, à contrôler justement l'acide palmitoléique. Alors, oméga 3 supplémentation. Je vais faire un focus sur les oméga 3. Vous savez que la conversion, il y a une conversion limitée des oméga 3 chez l'humain. Alors quand je dis oméga 3, c'est l'obtention de l'EPA et du DHA à partir de son précurseur végétal qui est l'acide alpha-linolénique. Donc cet acide alpha-linolénique, il est converti en EPA et ensuite on obtient EPA, DPA, puis DHA, mais ce se fait de manière, la proportion de conversion est assez faible. Donc, point de départ, c'est là, c'est le précurseur de l'EPA et du DHA. Les enzymes de conversion, vous avez déjà entendu parler notamment, je pense, des désaturases. Donc les désaturases et également les élongases sont des enzymes qui permettent cette conversion de l'ALA en EPA et en DHA. La problématique, c'est que cet ALA va ne se convertir en EPA que de 1 à 10% et en DHA que de 1 à 5%. Donc clairement, cette conversion est limitée, donc c'est impossible d'avoir assez d'EPA de DHA s'il n'y en a pas un apport alimentaire ou supplément. On ne pourra pas, avec de l'huile de colza ou avec de l'huile de lin, même si on en prend beaucoup, obtenir suffisamment d'EPA DHA. Ça, c'est clair. D'autant plus que si l'alimentation elle est riche en oméga 6, en acide linoléique, cette conversion en EPA DHA sera encore plus limitée parce que c'est les mêmes enzymes, ces fameuses désaturases notamment, qui sont utilisées notamment pour convertir l'acide linoléique en acide arachidonique. Donc en plus, on a un effet compétition. Donc déjà que la conversion en ALA en EPA-DHA n'est pas exceptionnelle, elle est encore plus réduite lorsque l'alimentation est trop riche en oméga 6. Ce qui est le cas malheureusement aujourd'hui chez la grande majorité de la population. Donc il y a des considérations nutritionnelles à avoir, hein, c'est notamment les carences en oméga 3, bien évidemment que l'alimentation moderne trop riche en oméga 6 ne va pas aider à obtenir des bons taux de pH DHA, ça va diminuer la capacité de synthèse du fait d'une compétition des enzymes. La problématique aussi aujourd'hui par rapport à l'apport alimentaire, c'est tout ce qui est toutes les personnes végétariennes, végétaliennes, mais qui ne mangent pas de poisson, c'est compliqué du coup de pouvoir avoir des apports en EPA, DHA suffisants. En plus, il y a cette problématique clairement de contamination des poissons en métaux lourds, hein, même des petits poissons. Cette problématique n'est plus vraiment présente dans les oméga 3 en complément puisqu'ils ils ont été dépollués. Donc, il y a un intérêt de la supplémentation en huile de poisson, riche en EPA, DHA, hein, du fait de toutes ces raisons-là. Alors, attention aux huiles d'algues quand même, parce qu'elles sont très riches en DHA et pauvres en EPA. Donc ça, il faut que vous ayez en tête. La supplémentation en oméga 3, les dosages moyens recommandés, c'est de 500 à 1000 mg d'EPA plus DHA par jour. Donc c'est la quantité totale des deux. On est sur 500 à 1000 mg. Il faut plutôt raisonner en quantité de PADHA parce qu'en fonction des huiles de poisson, vous avez des huiles de poisson enrichies, il y en a qui sont beaucoup plus riches en EPA-DHA, d'autres qui sont un petit peu moins riches. Donc, vous dire exactement combien de grammes d'huile de poisson il faut prendre, ça dépend des suppléments. Ce qu'il faut plutôt regarder, c'est la quantité d'EPA plus DHA. Donc, des fois, il va falloir prendre 1,5 g d'huile de poisson pour avoir 1000 mg d'EPA plus DHA. Donc là, vous avez mis les recommandations sur les ratios. Généralement, on vise 1,5 à 2 fois plus de PA que de DHA. Alors, dans certaines situations, notamment chez la femme enceinte, on visera plutôt un ratio équilibré des deux, c'est-à-dire autant de PA que de DHA, voire un peu plus de DHA même, parce que c'est très important pour le développement du système nerveux de l'enfant. L'ajustement de la dose, elle se fait, en fonction de l'apport alimentaire. Si une personne mange déjà, elle n'aime pas trop le poisson, mais elle mange déjà une fois par semaine des sardines, des maquereaux, ça sera différent qu'une personne qui mange jamais, des poissons. C'est clair que vous pouvez un petit peu modifier la supplémentation en fonction de l'apport alimentaire, mais des fois on a des surprises. On a des gens qui mangent 2-3 fois par semaine des maquereaux et vous vous rendez compte que pourtant, ils ne sont pas non plus à un niveau optimal d'oméga 3.
Donc l'ajustement de la dose aussi, il est important à faire en fonction des analyses, d'où l'intérêt de tester, puisque trop d'oméga 3 n'est pas bon non plus, hein. C'est pas parce que, la carence est néfaste que du coup l'excès d'oméga 3, sera bon non plus, hein. Un trop fort excès d'oméga 3, ça peut, impacter l'immunité dans le sens où il y a c'est déjà arrivé que des gens ont des excès d'oméga 3, une supplémentation excessive et qui est, du coup un niveau de, comment dire? Il va avoir une températion de «l'inflammation» entre guillemets qui est trop importante et on a des gens qui peuvent tomber malades, avoir une légère, une immunité un petit peu plus faible, une légère immunodépression, j'ai bien légère, du fait d'une sursupplémentation en oméga 3. Ça peut arriver des fois parce qu'on entend tellement, des bienfaits et des bonnes choses sur les oméga 3 qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut manger comme ça 10 gélules par jour d'oméga 3 et qu'il y aura pas de conséquences. Donc attention à ne pas se sursupplémenter. Il faut privilégier les formes naturelles, hein, triglycérides ou phospholipides, pas les esters éthyliques, qui sont des formes semi-synthétiques. Heu, donc les formes triglycérides, vous les trouvez dans les huiles de poisson et les huiles d'algues notamment. La forme phospholipide, c'est l'huile de krill. Donc les huiles de poisson sont généralement celles qui sont les plus riches en EPA et DHA. Clairement, beaucoup plus riche que l'huile de krill. Vous voyez que c'est 2 fois plus riche en EPA, DHA, l'huile de poisson, voilà, de petits poissons, par exemple, que de l'huile de krill. Par contre, l'huile de krill sous forme de phospholipides peut être intéressant, notamment chez les patients qui ont des problématiques d'absorption, des difficultés de tolérance des oméga 3 sous forme de triglycérides. L'huile de krill a l'avantage d'être plus rapidement absorbée et des fois mieux tolérée de manière digestive. Alors voici un petit mot sur le dosage des acides gras érythrocytaires et des marqueurs. Donc ça, c'est ce qu'on, obtient, comme résultat. Ça, c'est l'ensemble des résultats obtenus lorsque vous faites des analyses d'acides gras érythrocytaires. Alors là, c'est les résultats qu'on a dans le kit AINOA quand vous faites, cette analyse-là. Donc on a une présentation de différents marqueurs et index pertinents, notamment l'index oméga 3, le ratio oméga 6, oméga 3, le ratio acide arachidonique sur EPA, l'index aussi, de ce qu'on appelle trans fat index, donc c'est la quantité, on va dire, d'acides gras trans. Donc ça peut être intéressant pour avoir une idée, de la consommation, de graisse trans par le patient, parce que des fois malgré, enquête alimentaire, des fois vous avez, des petites surprises, des patients qui vous disent qu'ils ne mangent pas, ultra, transformés et en fait, vous vous rendez compte qu'ils ont quand même des acides gras trans élevés et puis quand vous creusez un peu, ils vous disent: «Ben, je mange à la cantine de mon boulot». Pour eux, c'était pas ultra transformé, mais ça pouvait être le cas et donc du coup, des fois, voilà, vous avez des petites surprises quand même. Donc ça peut être intéressant pour avoir un reflet finalement de l'assiette du patient. Est-ce qu'il mange beaucoup d'aliments ultra transformés? Tiens, il y a beaucoup de graisses trans, donc bah, il faudrait que je creuse un peu pour savoir d'où est l'origine dans son alimentation. Vous avez des patients qui vous disent: «Oui, oui, j'aime beaucoup le poisson, j'en mange régulièrement» et puis finalement, ils mangent de la sardine, du maquereau, 1 fois par mois. Le reste, c'est tout le temps du poisson blanc, qui est pas trop gras et donc du coup, ils peuvent être quand même carencés en oméga 3 malgré le fait qu'ils mangent 3 fois par semaine du poisson. Donc ça peut être quand même extrêmement intéressant d'avoir un dosage pour pouvoir vraiment évaluer les déséquilibres chez le patient. L'index oméga 3, c'est EPA plus DHA, en fait. C'est un index qui est extrêmement pertinent. Il est utilisé comme un marqueur dans les études et notamment, on utilise ce marqueur, pour tout ce qui est santé cardiovasculaire. Le ratio acide arachidonique sur EPA est un marqueur pertinent du terrain inflammatoire également. Il devrait être au maximum à 3. Et ce ratio oméga 6, oméga 3 est aussi intéressant à avoir, heu, en sachant que le ratio peut être déséquilibré car il n'y a pas assez d'oméga 3 ou parce qu'il y a trop d'oméga 6. Des fois, vous avez ce ratio qui est élevé parce qu'il y a trop d'oméga 6, mais les oméga 3 sont bons. Dans ce cas-là, il faudra plutôt corriger l'alimentation pour baisser les oméga 6 et des fois, vous avez un ratio oméga 6, oméga 3 qui est assez déséquilibré, surtout parce qu'il y a un fort manque d'oméga 3. Donc ça aussi, c'est important de regarder, au-delà de ce ratio, de regarder finalement dans la famille oméga 6, oméga 3, où c'est que se situe le déséquilibre. Des fois, il se situe dans les deux sens, pas assez d'oméga 3 et beaucoup trop d'oméga 6. Il y a une synergie vitamine D oméga 3. Vous avez là des études, alors ces études qui ont été réalisées chez des patients en insuffisance rénale, euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que une supplémentation en oméga 3
on n'a pas supplémenté en vitamine D, mais là, la supplémentation juste en oméga 3 chez ces patients qui avaient des problèmes d'insuffisance rénale a permis d'augmenter la forme active de la vitamine D, qui est la 1,25 hydroxyvitamine D. Après 3 mois de supplémentation, on voyait déjà une augmentation de cette forme active et 6 mois après également. Alors, est-ce que cette observation est transposable chez les personnes en bonne santé? On peut se poser la question parce que, du coup, chez les patients en insuffisance rénale, il y a des problématiques effectivement pour obtenir cette, 1,25 d'hydroxyvitamine D, puisque c'est le rein qui va faire cette hydroxylation. Donc, est-ce que les oméga 3 n'auraient pas eu un effet positif sur la fonction rénale? Et finalement, c'est indirect. Donc, à voir. Est-ce que vraiment c'est transposable chez les personnes en bonne santé? En tout cas, il y a eu aussi d'autres études comme des méta-analyses qui ont été réalisées chez des individus sains et malades, hein. Il y a dans ces méta-analyses, il y avait les 2 types de personnes et il y aurait quand même, une mise en évidence d'une augmentation, soit modeste, des niveaux sanguins de vitamine D active avec une supplémentation en oméga 3 et notamment chez les personnes qui sont en situation, inflammatoire. Les oméga 3 peuvent présenter un intérêt pour améliorer le statut en vitamine D active. Ça pourrait en fait améliorer la conversion de la 25 OHD3 en 1,25, la forme active. D'accord? Parce qu'on sait que l'inflammation peut réduire cette conversion et donc du coup, cette supplémentation en oméga 3 en aidant sur ces situations inflammatoires pourrait améliorer le statut en vitamine D. Donc il y a vraiment du coup, une synergie entre vitamine D et oméga 3. On a aussi une synergie sur, l'action de la vitamine D sur son récepteur. On voit dans cette étude. Alors, c'était fait dans un modèle de neuroinflammation, mais en tout cas, on voit ici, donc ça, c'est l'expression du gène VDR, qui est le récepteur de la vitamine D. Et donc, du coup, là, on voit qu'une supplémentation en oméga 3 seule a augmenté l'expression, du coup, de ce VDR. La vitamine D également a fait la même chose. Et lorsqu'on combine les deux, on a une augmentation qui a tendance à être un petit peu supérieure. Donc, on aurait un effet synergique oméga 3 plus vitamine D sur l'expression du récepteur à la vitamine D. Alors ça, c'est chez une étude qui a été faite chez le rat. Est-ce que c'est transposable chez l'homme? On a des informations que c'est potentiellement le cas, mais en tout cas, voilà, on a quand même pas mal d'arguments pour dire que ce ne serait pas une mauvaise idée de maintenir des bons niveaux d'oméga 3 et de supplémenter en oméga 3 en même temps que la vitamine D. Je finirai là-dessus. Là, il reste voilà, 2 slides. C'est notamment pour vous parler de cet index oméga 3. Cet index oméga 3, il est donné notamment dans les rapports dont on vous a présenté précédemment. On sait que cet index oméga 3 est un index intéressant concernant les facteurs de risque, notamment cardiovasculaires. Des études ont montré que cet index oméga 3, en fait, pour avoir un effet protecteur sur la mortalité cardiovasculaire, il faut qu'il soit d'au moins 8%, au moins, c'est-à-dire, il faut viser même, si possible, au-dessus. Voilà. Donc en pratique, cet index oméga 3, regardez-le bien, parce qu'il est clairement relié à un risque augmenté de maladie cardiovasculaire lorsqu'il est trop bas. Et donc, pour avoir un effet protecteur, il faut viser plus ou moins entre 8 et 9, 10%. Voilà, il faut éviter d'être trop non plus. Il n'y a pas forcément d'intérêt à être 14, 15%. Ça peut même après avoir des effets secondaires. Donc, rappelez-vous, l'index oméga 3 doit être au minimum de 8%. On a également des études de manière intéressante qui sont intéressées à l'index oméga 3 et le lien avec la dépression. Là, vous voyez, donc ça, c'est des scores qui sont liés à des scores de symptômes dépressifs. Et donc, du coup, plus l'index oméga 3 est bas, plus ces scores sont élevés et on commence à voir, on va dire, une, comment dire, une chute significative de ces scores-là lorsqu'on atteint au moins des taux d'index oméga 3 au moins de 8%. Et dans ces études, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'ils ont montré que, alors déjà, l'intérêt de la supplémentation en oméga 3, notamment dans le cas de la dépression, c'est que chez les individus en déficit. Si quelqu'un est déjà à 8 ou 10% d'index oméga 3, vous le supplémentez en oméga 3, ça n'aidera sûrement pas, hein, clairement. Mais si un individu dépressif qui a un manque d'oméga 3, il y a un réel intérêt de la supplémentation. Et encore plus chez les gens qui ont un stress oxydant augmenté. Ça a clairement été montré. Donc ce lien entre dépression,
l'effet positif des oméga 3 sur la dépression est d'autant plus marqué si l'individu avait un stress oxydant associé. Voilà, j'ai terminé du coup la petite présentation avec des données bon, plus ou moins anciennes, actuelles et des choses concrètes pour que vous compreniez peut-être un peu plus précisément l'importance de la vitamine D et des oméga 3. Romain connaît bien cette phrase, je la dis souvent, je dis c'est un peu il y a des supplémentations qui sont un petit peu basiques en micronutrition, qui sont un petit peu on va dire la base, peu importe si on est en bonne ou en mauvaise santé, c'est quand même voilà, le magnésium, les vitamines D, les oméga 3, c'est un peu le trio, le trio de base. Et donc du coup, faut voir un peu cette vitamine D, ce oméga 3, un peu comme quand vous faites l'entretien de votre voiture, vous mettez toujours de l'essence et de l'huile et vous maintenez des niveaux d'essence et d'huile adéquats pour que ça continue à bien fonctionner et à rouler. Et bien, pour la vitamine D, les oméga 3, c'est pareil, il faut maintenir des niveaux adéquats. Si vous n'avez pas des niveaux adéquats de vitamine D, pas de niveau adéquat d'oméga 3 et notamment d'EPA, DHA, c'est compliqué derrière après d'avoir des améliorations sur les protocoles que vous pourriez proposer, peu importe la problématique de santé de la personne finalement. D'où l'intérêt de mesurer, de comprendre et d'agir. Exactement. Eh bien, un tout grand merci, du coup, à tous les deux pour cette présentation de qualité, autant sur le fond que la forme et cet outil très intéressant qu'est Ainoa. On a reçu quelques questions, donc on va y venir. D'ailleurs, si vous en avez, c'est le moment de les poser. Moi, je prends peut-être juste 1 minute pour vous présenter Simplicure et vous montrer aussi comment ça fonctionne si vous ne connaissez pas encore l'outil. Est-ce que du coup... Ah oui, parfait, j'allais demander d'arrêter le partage d'écran, mais c'est super. Moi, je vous partage mon écran, du coup, pour vous montrer à quoi... ressemble Simplicure. Donc, si vous ne connaissez pas encore, Simplicure, c'est un outil qui va aussi vous aider, vous en tant que professionnel, au niveau des recommandations de compléments alimentaires, puisque ça réunit tous les laboratoires de compléments dont vous pourriez avoir besoin, avec tous les différents produits que vous souhaitez recommander à vos patients, à vos clients. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir ne plus vous limiter en vous disant, ah bah tiens, mon patient, je ne vais pas l'envoyer sur un site, un deuxième, un troisième, en magasin bio, etc., mais d'avoir tout centralisé. Donc, vous allez pouvoir créer une recommandation ici, ajouter le produit que vous souhaiteriez proposer. Vous voyez qu'on a un catalogue aujourd'hui qui a dépassé les 3700 produits. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et donc, par exemple, on peut chercher les oméga 3 et on va avoir tous les oméga 3 des marques différentes. Pour chaque produit, vous avez une fiche détaillée avec les compositions, avec le prix par jour. Donc, ça permet aussi d'avoir une belle visibilité. Et donc, si vous souhaitez proposer, vous cliquez sur « Ajouter ». On peut faire pareil avec la vitamine D. Et là, de nouveau, vous allez pouvoir comparer et ajouter celle que vous souhaitez proposer en fonction des dosages et donc des analyses que vous aurez reçues. Vous pouvez modifier les posologies pour que là aussi, tout soit clair pour votre patient et qu'il n'y ait aucun doute. Et puis, créer une fiche patient, vous mentionnez ses coordonnées. Et donc, il va recevoir sa recommandation par mail avec son lien. Et quand il clique sur son lien, il a ses produits, les posologies et il n'a plus qu'à valider son panier. Et donc, il aura tout en un seul colis, un seul frais de port du coup aussi. Et on se rend compte que c'est vraiment intéressant de centraliser et simplifier la vie aussi du patient pour la mise en place des conseils et donc l'observance. Donc, si vous ne connaissez pas encore, tout simplement ici dans l'accueil, il y a le petit bouton « Prendre rendez-vous ». Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus et du coup, une de mes collègues sera vraiment ravie de prendre le temps de vous présenter un peu plus la plateforme en détail et de vous aider dans la prise en main. C'est assez intuitif, mais c'est vrai que c'est toujours sympa d'être accompagné à ce niveau-là. Alors, voilà pour ma petite présentation. Est-ce que ça vous va si on passe aux questions ? Avec plaisir. Super. Donc, il y avait Sarah qui demandait, Romain, je pense que c'était surtout quand tu présentais l'outil, si c'est spécifiquement pour les médecins ou si, j'imagine, d'autres praticiens peuvent aussi utiliser l'outil. Non, tous les praticiens ou individus peuvent utiliser sans problème. Passer une commande pour son compte ou passer une commande pour sa patientèle sans aucune différenciation. Génial. Est-ce que du coup, vous vous basez plus sur les normes santé vs les normes européennes et françaises et donc avec une approche plus orientée médecine fonctionnelle ?
En fait, on est forcément limité aux restrictions de l'ANSES. Donc, en France, par exemple, ça va être 3008. Dans d'autres pays comme l'Allemagne ou ailleurs, ça peut être 5008. Nous, on va par pays respecter cette réglementation. Et c'est ce qu'on s'est engagé à faire également auprès de l'Autorité nationale de la santé et du médicament. Donc, on ne ressortira jamais d'un point de vue de nos recommandations de cette réglementation. Pour autant, un médecin fonctionnel qui désire changer la recommandation et partir sur son objectif de traitement peut le faire, bien évidemment. C'est ça, tout à fait. Et tu réponds du coup à la question d'où viennent les valeurs de référence indiquées dans les résultats. Ce sont les valeurs ANSES, légales. ouais, c'est ça. Exactement. Parfait, Et merci. juste pour compléter, du coup, il faut bien comprendre, voilà, ça va être utilisé différemment. Quand c'est un patient, imaginons demain, quelqu'un a envie de connaître, une personne lambda a envie de connaître ses niveaux de vitamine D, d'oméga 3 pour pas, se supplémenter à l'aveugle. Il va faire le test, il va recevoir un rapport, il va voir est-ce que je suis carencé, pas carencé. Derrière, il reçoit des recommandations, bon, qui doivent rester sur des recommandations, on va dire de vitamine D, par exemple, qui sont les quantités maximales qui ne seraient pas dépassées d'un point de vue autorité sanitaire, c'est 3008 par jour. Alors, vous imaginez bien qu'un patient qui prenait rien et qui se met à prendre 3008, même s'il lui faudrait peut-être 5000, ça va déjà être très très bien pour lui. Il va avoir quand même un conseil et un suivi sur la supplémentation. Pareil pour les oméga 3. Là, par contre, on est sur des recommandations qui sont plus des recommandations au niveau, on va dire, de recommandations de micronutrition. Mais ça voilà, il faut différencier le patient et le praticien. Pour le praticien, l'intérêt du test, c'est juste, entre guillemets, d'avoir surtout les résultats facilement, le patient peut facilement faire l'analyse, vous obtenez les résultats et ensuite vous-même, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas obligé de dire 3008 comme c'est recommandé. Vous pouvez dire, bah, moi je suis professionnel de santé ou je suis médecin, ben, je décide chez ce patient-là d'augmenter la supplémentation à 6008. Hein. Ce n'est pas une obligation d'ailleurs de supplémentation. Le test, c'est avant tout avoir les résultats de la vitamine E et des oméga 3 de manière simple, facilement accessible, sans prise de sang. Voilà, pour les professionnels de santé, c'est ça qui est très intéressant. Pour le grand public, c'est d'avoir quand même accès à une solution, à des conseils de supplémentation, des recommandations de compléments. Donc, on a une personne voilà, du grand public qui va pouvoir être accompagnée dans ces paramètres-là. Parfait. Merci Christian pour cette réponse détaillée. Est-ce que vous avez des publications sur les effets toxiques de surdosage en oméga 3? Il y a des publications notamment sur des problématiques de fibrillation auriculaire. Bon, ça en plus, il faut se méfier parce que ça a été fait sur des oméga 3 dits semi-synthétiques, les éthylesters. Donc, on n'a pas eu la même étude. Ça aurait été intéressant de comparer si on obtenait les mêmes résultats avec des formes dites naturelles, triglycérides par exemple. On a aussi, il faut savoir que au-delà de 2,5 g, au-delà de 2 grammes, 2,5 g d'EPA plus DHA, on a des modifications des paramètres de la coagulation qui commencent à être quand même un peu significatives. Donc, on vous a dit pas d'oméga 3 si la personne est sous anticoagulant. Ça, sur le principe, c'est faux. C'est des hautes doses. C'est pas des doses voilà, on n'a pas de raison de ne pas être à un index oméga 3, par exemple, de 8% chez quelqu'un qui prend des anticoagulants. Donc, vous avez un certain nombre d'études qui peuvent montrer ces problématiques. Donc on a dit, c'est pour ça qu'on dit aux gens arrêtez les oméga 3 avant de vous faire opérer, etc. C'est pour augmenter les risques de saignement, ça joue un peu sur la fluidité. Bon, voilà, c'est vraiment à haute dose, il y a des situations particulières. De toute façon, savoir que rien n'est bon, rien n'est bon en excès, hein, donc il n'y a pas de raison de se sursupplémenter en oméga 3. Et vous avez aussi vous avez quand même l'oméga 3 a des effets quand même immunomodulateurs, mais dans le sens où les écosanoïdes qui sont synthétisés à partir des oméga 3 ont un effet de diminution un petit peu de l'immunité. On va dire c'est positif. C'est pour ça il faut en avoir un petit peu pour pouvoir avoir un effet anti-inflammatoire. Mais lorsque vous surchargez, vous pouvez avoir un effet qui devient un petit peu trop important
Et donc, du coup, vous pourriez vous retrouver avec des patients dont ils ne comprennent pas pourquoi, après 1 an de supplémentation à haut dosage d'oméga 3, ils tombent tout le temps malades, par exemple, parce que ça a eu un effet un petit peu trop important sur la température du système immunitaire. Super, merci. Est-ce que pour toi, il y a une utilité à associer la supplémentation en vitamine D à la K2 si la personne a uniquement une carence en vitamine D et pas de souci osseux? En fait, faut savoir que c'est complexe cette histoire de vitamines, alors il y a plein d'arguments pour dire que, si on avait le choix, on associerait tout le temps la vitamine D3 avec la K2. Je vous ai notamment expliqué que, il y a, une synergie entre les 2 de toute manière, même si quelqu'un n'a pas de problème osseux, puisque votre vitamine D va activer, la transcription de certains gènes, qui vont coder pour des protéines qui sont dépendantes de la vitamine K. Donc, si vous me donnez de la vitamine D sans la K, vous allez avoir vous allez augmenter ces protéines-là comme l'ostéocalcine, sauf que au niveau de l'os, c'est l'ostéocalcine qui a été, c'est quoi le mot? J'ai oublié. L'ostéocalcine qui a été, voilà, carboxylée. C'est l'ostéocalcine qui a été carboxylée, qui a un intérêt au niveau osseux, notamment sur la fixation du calcium. Et pour qu'elle soit carboxylée, il faut qu'il y ait suffisamment de vitamine D. Donc, vous voyez que si vous supplémentez en vitamine D sans la K, ben, ça pourrait être problématique, surtout s'il y a une déficience derrière. Je parle surtout de la K2, hein, qui est intéressante. Après, il y a on fait peut-être un petit peu peur des fois sur le fait que si on prend de la vitamine D, ça augmente le calcium sanguin, il y a des risques derrière de calcification osseuse. Et donc, du coup, pour se protéger, entre guillemets, de cette potentielle problématique, il faut systématiquement associer à la K2. Ce n'est pas une association, si on ne la fait pas, qui est grave sur le principe, mais elle est quand même conseillée, on va dire. OK, très clair, merci. Est-ce qu'il y a un intérêt à la supplémentation en oméga 3 d'origine végétale? Alors, pas particulièrement, si ce n'est, pour avoir plus de DHA, parce que les huiles d'algues, alors certaines ne contiennent quasiment pas de PA. Vous avez des huiles d'algues, le PA est quasiment à, vous allez avoir 200 de DHA pour, 10 de PA. Il y a rien du tout. Donc, pourquoi on se supplémenterait plus en huile d'algues? Ben, c'est parce que déjà, c'est pour les personnes notamment, voilà, végétariennes, véganes. Il y en a qui ne veulent pas de produits d'origine animale, et comme elles ne mangent pas de poisson, c'est pas avec les graines de lin, ou l'huile de lin qu'elles vont avoir assez de PA, DHA. Donc ça, c'est une solution surtout pour les personnes, voilà, végétariennes, notamment véganes, et cetera. Après, quel est l'intérêt? Bah, du fait de la plus grande teneur en DHA, ça peut être intéressant dans des cas comme, chez la femme enceinte. Après, vous avez aujourd'hui quand même des huiles d'algues qui sont, un petit peu, vous avez 2 types d'algues. Vous avez des huiles d'algues qui sont uniquement, titrées en DHA, vous avez quasiment pas de PA, et vous avez des huiles d'algues qui sont un petit peu plus équilibrées, où vous allez avoir quand même, bon, 2 fois plus de DHA que de PA. Alors que l'huile de poisson, on sera sur, peut-être, à peine 1,5 fois plus, de PA par rapport au DHA. Très clair, merci beaucoup. Il me semble qu'on a fait le tour de nos questions. Hem, donc encore un tout grand merci à vous, Romain et Christian, pour cette belle présentation. Merci aussi à vous tous qui avez participé et qui, avez proposé vos questions. C'était un vrai plaisir, à ce moment avec vous. Merci beaucoup. Merci. Et Bonne je vous journée à tout souhaite le monde. ouais, une bonne après-midi à tous. Au plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.